Merci Monsieur le Président. Je suis très heureux de parler devant Civitas une autre fois. Je vous prie d'excuser ma voix qui est un petit peu cassée. Malheureusement, j'ai prise d'extinction de voix à la veille d'une conférence. Ce n'est pas de chance. Ennui professionnel pour un avocat, hein, c'est évident. Donc je dois vous parler de l'aspect juridique du grand remplacement. Le Grand Remplacement, c'est le titre d'un ouvrage publié en 2011 par l'écrivain Renaud Camus, qui est d'ailleurs quelqu'un qui vient de gauche et qui a pris conscience de la menace de notre civilisation. Et cette idée recoupe d'ailleurs des vues que l'on avait déjà, des vues assez apocalyptiques, comme celle de Jean Raspail dans Le Camp des Saints. Et cette idée de grand remplacement a été reprise par divers hommes politiques, comme Jean-Marie Le Pen ou Philippe de Villiers, qui ont montré ce danger auquel notre pays est affronté. Le grand remplacement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'opération qui consiste à installer violemment ou pacifiquement, les deux variantes existent, dans un pays déjà peuplé, une population nouvelle qui remplace en tout ou partie la population d'origine. C'est une éventualité qui s'est déjà produite. Quand on nous dit que c'est faux, on a des exemples historiques, j'en prendrai quelques-uns, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Les Hébreux contre les Cananéens, les Turcs contre les chrétiens arméniens ou grecs, et les Américains qui ont submergé les Amérindiens. Si l'on regarde la France du début du XXe siècle, on constate qu'elle était relativement homogène, un seul peuple, pas de minorité visible, une seule langue, au moins dominante, disons, et une adhésion renforcée à un État centralisateur, jugé parfois même trop centralisateur par certains. La France actuelle est bien différente. Nous avons les territoires perdus de la République, les zones de non-droit, les lieux habités par des populations différentes des Français de souche, par le langage, l'habillement, les coutumes culinaires, la religion. On n'avait pas de prière de rue en 1900. Pour donner un exemple. Donc le remplacement est en cours, malgré des dénégations des complices ou des idiots utiles. Ce remplacement se fait par une installation progressive de populations allogènes de plus en plus nombreuses. Processus qui est rendu possible par l'arrivée de nouveaux venus et aussi par une démographie beaucoup plus féconde que celle de souche, comme on dit. Je peux utiliser le mot, M. Hollande l'a utilisé une fois. Et donc ce remplacement produit avec des mécanismes juridiques, et c'est ce que je vais étudier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappellerai quelques principes de base. Le droit qui sert de cadre au grand remplacement, c'est le droit de la nationalité et aussi le droit des étrangers. Qu'il faut voir, c'est deux branches du droit très proches et avec beaucoup de connexions, mais qui sont un petit peu distinctes. En matière de droit de la nationalité, il existe deux grands systèmes, le droit du sol et le droit du sang. Selon le droit du sang, la nationalité est attribuée par filiation. Donc, selon le droit du sol, elle est acquise du fait de la naissance dans un pays. On oppose souvent les deux systèmes, en faisant observer d'ailleurs que le droit du sang est plutôt l'idée des pays d'où ils partent des émigrés. C'est-à-dire que les pays veulent souvent garder une influence sur leurs ressortissants partis expatriés. En revanche, le droit du sol est souvent favorisé par des pays peu peuplés, comme par exemple les États-Unis, évidemment, qui attiraient les colons. En fait, ces deux critères se combinent très souvent. Et si on y pense bien, la plupart des Français, au moins je parle des Français de souche, si on prenons jusqu'au milieu du XXe siècle, étaient à la fois nés sur le territoire et nés de Français. Donc ils avaient à la fois le droit du sol et le droit du sang. Les difficultés se produisent et à la marge, évidemment, quand, par exemple, qu'en est-il des Français nés à l'étranger ou qu'en est-il des enfants d'étrangers nés en France? Concrètement, la plupart des pays combinent donc les deux systèmes dans des proportions variables et ils ajoutent généralement un troisième élément d'appréciation, la résidence ou le séjour. Généralement, on demande une résidence plus ou moins longue, surtout dans les systèmes de droit du sol. Alors, en faisant varier les trois critères, on aboutit à des politiques très différentes et la politique fixe les objectifs. C'est toujours un objectif politique, soit on veut accueillir, soit on veut refuser les étrangers, soit on veut telle ou telle catégorie d'étrangers. Et de même, le droit, lui, propose des techniques extrêmement variées et extrêmement diverses au service des politiques. Pour la politique, il y a deux grandes idées. On peut être populationniste ou on peut être assimilationniste. Si on est populationniste, on veut du monde, de toute façon, peu importe qui, et on fait rentrer le maximum de gens. Si on est assimilationniste, on veut que les nouveaux habitants s'harmonisent avec les anciens, donc qu'ils leur ressemblent autant que possible. Et donc, ce sont deux visions assez différentes. Pour les aspects techniques, également, il y a plusieurs variétés possibles. On peut choisir les automatismes, c'est-à-dire mettre en place
place des dispositifs qui font que automatiquement des personnes qui rentrent dans telle catégorie seront françaises, ou on peut choisir des systèmes, des mesures contrôlées, comme la naturalisation d'ailleurs, après étude d'un dossier concret, donc ce sera telle personne qui correspond et telle autre ne correspondra pas. Les droits sont différents aussi selon les pays. Chaque pays est maître de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux, et cela mène à des conflits, car évidemment il peut y avoir des personnes qui sont revendiquées par plusieurs États, ou au contraire qui ne sont revendiquées par aucun État, d'où la patridie. Donc il y a des conflits de droit, puisque c'est des conflits de souveraineté. En outre, les choses sont encore compliquées parce qu'il y a de nombreux traités en la matière. Par exemple, il y a un traité, à mon avis gênant, qui oblige à ne pas créer de nouveaux apatrides. Alors que j'avoue que le sort des djihadistes ne m'inquiéterait pas beaucoup, et que si on les déclarait déchus à la nationalité française, même s'ils n'ont pas d'autre nationalité, ce problème, j'avoue, personnellement, ne m'empêcherait pas de dormir. Enfin, la question du grand remplacement ne concerne pas seulement le droit de la nationalité et de la naturalisation. En effet, il y a de nombreux étrangers qui ne veulent ou ne peuvent, qui vivent dans le territoire et qui ne veulent ou ne peuvent être français. Et il y a aussi de nombreux clandestins qui viennent compliquer encore les choses. Alors, pour tenter de voir comment la France en est arrivée à la situation actuelle, j'envisagerai successivement. D'abord, premièrement, le droit de la nationalité jusqu'en 1945, ensuite de 1945 à nos jours, et enfin la situation actuelle et le droit de nationalité par rapport à l'ensemble des étrangers. Premièrement, l'évolution de la législation française sur la nationalité jusqu'en 1945. Il y a eu beaucoup de variations au cours des âges. Je partirai de l'Ancien Régime, où plutôt que de nationalité, il est question d'allégeance. En effet, si je prends au XVIe siècle par exemple, un Français, c'est un natif du royaume, né de parents français et habitant dans le royaume. Vous voyez, les trois critères se retrouvent, hein. La naissance, le lieu, la filiation et l'habitation. Un étranger peut s'établir dans le royaume, et s'il se marie, s'il a des enfants, il se confond, il n'y a pas de difficulté. En revanche, s'il n'a pas d'enfants, c'est le roi qui est son héritier et non pas un héritier qu'on irait chercher ailleurs. Ça s'appelle le droit d'aubaine. Ça s'applique sauf à la famille royale d'ailleurs, puisque les membres de la famille royale peuvent toujours redevenir français et sont toujours habilités à régner en France. Quant aux Français établis à l'étranger, ils risquent de perdre leur nationalité. Il leur faut, par exemple, pour toucher une succession, venir se réinstaller dans le royaume. Le roi lui-même, par ailleurs, peut donner des lettres de naturalité. Voilà le système qui était en place sous l'Ancien Régime. La Révolution, elle, va modifier beaucoup de choses. D'abord, elle va faire des sujets des citoyens. Elle va permettre aux étrangers établis en France par un décret des 30 avril 2 mai 90, aux étrangers qui ont habité 5 ans de suite, s'ils se sont mariés ou s'ils ont acheté des immeubles en France, de devenir français. Par ailleurs, elle rappelle les protestants qui se sont exilés. Il n'y en a pas eu beaucoup d'ailleurs qui sont revenus, mais après les questions, à cause de la révocation de l'édit de Nantes. Et la Révolution donne la citoyenneté française aux Juifs qui, avant la Révolution, avaient des statuts différents. Dans certains endroits, on les considère comme sujets du roi, dans d'autres comme des étrangers. Et donc là, il va y avoir deux lois pour les Juifs. Une pour les Juifs du Sud-Ouest, qui étaient d'ailleurs généralement assez bien tolérés, pour souvent des commerçants. Une autre pour les Juifs de l'Est, qui étaient pas toujours bien aimés, parce qu'il y avait parmi eux des usuriers. Enfin, toujours est-il que la Révolution leur donne à tous la citoyenneté française. En outre, on accorde quelques titres de citoyen d'honneur à des étrangers comme Washington, Paine, etc. C'est anecdotique. Napoléon Bonaparte, quand il arrive au pouvoir, voudrait changer les choses car il voudrait imposer le droit du sol. D'une façon très intéressée, car il veut des soldats. Mais, curieusement, l'empereur ne va pas réussir à imposer sa vue. Celui qui va imposer ses vues, c'est l'un des rédacteurs du Code civil, Tronchet, lui-même ancien avocat de Louis XVI, qui va faire passer le droit du sang, le ius sanguinis. A priori, c'est donc, on est français par filiation. Tout au plus, Tronchet concède-t-il quelques cas de droit du sol, mais très limités, pour par exemple les individus nés en France d'un père étranger dans l'année qui suit en majorité, qui peuvent devenir français, ou bien les étrangers nés à l'étranger, mais résidant en France, qui, 10 ans après leur installation, après avoir déclaré leur installation, hein, c'est pas clandestin, 10 ans après peuvent devenir français. Et cette possibilité d'ailleurs sera supprimée à partir de 1809. À partir de là, les étrangers ne peuvent venir en France que par naturalisation. Donc vous voyez, un système de droit du sang qui s'est imposé.
Alors, au XIXe siècle, peu de changements dans ce droit. J'aurai des détails, mais je suis obligé de passer très vite parce que notre président est très dur sur les horaires. Donc, je signalerai quand même, on a diminué un peu le délai pour rester 5 ans au lieu de 10 ans sous la Deuxième République pour devenir français. Également, on a créé un système d'admission à domicile qui était un système qui permettait à des étrangers de vivre en France sans être naturalisés. En principe, c'était pour les naturaliser par la suite, mais ils pouvaient rester indéfiniment de cette façon. Il y a aussi une loi importante, 7 février 1851, qui crée un mécanisme qui va s'avérer très dangereux un siècle plus tard, le double droit du sol. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un étranger, de quelqu'un qui est né d'un parent étranger. Alors lui-même, le parent étranger étant lui-même né en France. Donc vous avez 2 naissances en France à 20 ou 25 ans de distance, et dans ce cas-là, on appelle ça un double droit du sol, et donc cette personne est française, d'après la loi française. Alors l'idée qu'on avait, c'est qu'on s'est dit, s'il y a eu 2 naissances en France, c'est que c'est des gens qui sont habitués à la France. Ça s'avérera faux, vous verrez, au XXe siècle. Ou faux, enfin, tout au moins indiscutable. Dans certains cas, c'est vrai, dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Autre texte important, bon, il y a eu, par exemple, la libération des esclaves, le décret Schœlcher en 1849, qui a fait des esclaves des colonies françaises de l'époque des citoyens français, et également en 1870, le décret Crémieux qui a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Étape suivante, c'est une loi du 6 juin 89, donc on est sous la Troisième République, qui marque un tournant, car bien sûr le droit du sang est maintenu, il existe encore à notre époque d'ailleurs, mais il n'est plus la source essentielle, enfin la seule source, loin de là. En effet, cette loi donne beaucoup d'importance au droit du sol. Tout enfant né en France de parents étrangers est désormais français à sa majorité, s'il est toujours en France, à sa majorité. On favorise aussi la naturalisation. Et puis après l'hier du 14, le déficit démographique va faire qu'on va essayer de récupérer des citoyens. Par exemple, les femmes qui épousaient un étranger étaient considérées comme étrangères. Désormais, elles vont rester françaises. Et puis, il va y avoir une réforme. Je vais très vite, excusez-moi. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, le cartel des gauches de 1924, il va y avoir un désir de réforme plus favorable aux étrangers. D'où la loi du 10 août 1927, victoire des populationnistes. Elle facilite l'accès à la nationalité française. Elle réduit l'obligation de résidence en France. Je passe sur les détails, mais simplement je dis la tendance, c'est permettre à plus d'étrangers. Cette loi est d'ailleurs très critiquée par la droite à l'époque. On a par exemple François Coty, qui est un parfumeur et qui finance la presse de droite et qui écrit lui-même dans le Figaro que les Français ont été poussés à l'abattoir, il parle de la guerre de 14, pour qu'on leur substitue, je cite, la vermine du monde. Ouais, c'était pas très gentil pour les gens qui venaient en France. Alors dans les années 30, la conjoncture économique va pousser à des mesures restrictives d'un certain point de vue. C'est-à-dire que par exemple, on va refuser à des ouvriers des cartes de travail, on va même en ramener chez eux, parce que sur des secteurs où il y a le chômage, on va réserver les professions comme avocat ou médecin aux seuls Français, mais en revanche, on va permettre, donc cette mesure n'a pas beaucoup d'efficacité, parce que de notre côté, on permet à beaucoup de réfugiés de venir. Et donc dans les années 30, bien sûr, vous avez tous les réfugiés venus d'Allemagne, en particulier, donc beaucoup d'Israélites qui fuient le régime de Hitler. Donc, une politique où il y a il y a une forte immigration. La loi de 1927 permet à un grand nombre d'étrangers de devenir français à cette époque, parfois un petit peu rapidement. C'est aussi une époque où on commence à se poser des questions en se disant est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une approche scientifique de l'immigration. Alors aux États-Unis, ça aboutit à la politique des quotas, et puis en France, il y a plusieurs experts. Il y en a un notamment qui est assez célèbre, qui va travailler des années 30 aux années 50, et que nous allons retrouver après, Georges Mocco, qui dit qu'il y a un danger d'invasion pacifique, qui souhaite un classement des étrangers et qui préfère les travailleurs aux réfugiés. Et voilà les grandes lignes, et je reviendrai par la suite. Le gouvernement de Vichy va là-dessus. Alors d'abord, il y a une interruption des naturalisations au moment de la défaite. Ça reprend en 1941, et le gouvernement de Vichy va essayer de revoir certaines naturalisations, parce qu'il y avait quand même eu beaucoup de naturalisations, mais il y en aura 15 000 qui seront il y aura 15 000 dénationalisations. C'est moins qu'une année auparavant de naturalisation. C'est donc très très peu. Et donc les mesures de Vichy, alors Vichy va également abroger le décret Crémieux, ce qui sera revu par la suite à nouveau remis en cause, et donc à la Libération on part sur de nouvelles bases, et c'est ce dont je parle maintenant, évolution du droit de la nationalité depuis 1945.
Alors, à la Libération, les mesures de Vichy sont mises en cause. Néanmoins, la question de l'assimilabilité est encore posée. Devant le Haut Comité de la Population, sous la présidence du général de Gaulle lui-même, le 18 mai 1945, il est prévu d'autoriser l'entrée des immigrés dans un ordre déterminé de désirabilité. Et on donne cet ordre en disant des Nordiques de préférence 50%, Méditerranéens 30% et Slaves 20%. Distinction qui reflète d'ailleurs les idées de Georges Mocco. Le même Georges Mocco inspire d'ailleurs, il est passé, c'est assez curieux parce qu'il a travaillé dans les années, sous la Troisième République, il a travaillé sous Vichy, il est passé à la résistance au bon moment, ce qui lui permet de défendre ses idées et même de suggérer au général de Gaulle une lettre très intéressante. Le général de Gaulle écrit en effet au garde du sceau Teitgen, un démocrate chrétien, le 30 mai 1945, une lettre très intéressante. En effet, le général dit sur le plan ethnique qu'il faut limiter l'affluence des Méditerranéens et des Orientaux. Et il ajoute qui, depuis un demi-siècle, ont profondément modifié la structure humaine de la France. Et la lettre recommande donc un certain choix, et également de préférer les travailleurs plutôt que les professions libérales, parce que ce sont des gens qui ont été moins informés ou déformés par leur pays d'origine, et les ruraux plutôt que les urbains. Malgré les directives de De Gaulle, ça va être exactement comme pour Napoléon. Je vous ai dit, il voulait le droit du sol et ça a été le droit du sang. Et bien lui, de même, il voulait écarter certaines origines, mais les populationnistes vont l'emporter. Le nouveau code de la nationalité de 1945 avalise en effet à peu près les règles antérieures, il élargit même un petit peu, mais ne tient pas compte du critère d'assimilabilité. Alors il y avait une directive en 1952, donc sous la 4e République, qui vient rappeler ce critère d'assimilabilité en disant il faut éviter de naturaliser des éléments qui seraient difficilement assimilables et pourraient altérer, je cite, c'est important, les caractères ethniques et spirituels de la nation française. Donc vous voyez, en 1952, il y avait quand même des fonctionnaires qui réfléchissaient à cette question. Malheureusement, ça ne durera pas. En 1953, une nouvelle instruction dit qu'il ne faut pas tenir compte de l'origine nationale en disant procéder ainsi serait faire de preuve d'un racisme inadmissible. Voilà le grand mot lâché. Le général de Gaulle a donc été mis d'ailleurs du côté des racistes implicitement, mais nécessairement, comme nous disons nous juristes. Alors quoi qu'il en soit, c'est depuis l'attitude d'ouverture aux étrangers qui va se faire, avec en plus une circonstance aggravante, la décolonisation. Nombre d'habitants d'anciens territoires, loin de rester dans les nouveaux États, pourtant indépendants, donc qui devraient être devenus des paradis, préfèrent venir en France. Et notamment beaucoup de Maghrébins. Et c'est là où l'affaire dont j'ai parlé tout à l'heure, du double droit du sol, va s'avérer une bombe à retardement. Bon, ça a été créé en 1851 dans d'un tout autre esprit. Mais simplement, on va s'apercevoir que beaucoup de jeunes Algériens qui vont naître en France après 1962, donc qui sont bien des étrangers nés sur les territoires français, ont un père qui est né en Algérie avant l'indépendance, avant 1962, donc ils ont ce double droit du sol. Même si le père a été membre de la rébellion, peu importe, donc on va avoir des gens qui vont se prévaloir de leur caractère de français de cette façon. Alors il y a eu d'autres aspects, mais je suis obligé d'aller très vite. Il y a des allers-retours pour essayer de limiter l'immigration et au contraire pour essayer de la rendre, on peut toujours dire, hein, bien sûr, le camp national est toujours pour essayer d'être assimilationniste et puis la gauche est toujours pour aller plus loin dans l'autre sens. Pas seulement la gauche quelquefois d'ailleurs. Mais en 1974, par exemple, on a tenté d'arrêter l'immigration de travailleurs, mais comme dans les années 30, tout cela a été tourné avec les réfugiés, devenus migrants depuis, par la grâce des médias, alors on a aussi essayé de faire des retours volontaires en donnant un intéressement financier. D'abord, ça n'a pas très bien marché, et puis ça n'a pas duré très longtemps. Et on a aussi, il y a toutes les politiques de regroupement familial, le regroupement familial se faisant désormais en France. Et c'est là où les conventions internationales jouent un mauvais rôle, parce que de plus en plus on insiste en vous disant que c'est presque un droit de l'homme, pour prendre le vocabulaire de nos adversaires, mais une liberté fondamentale que de se regrouper familialement, et donc ça alimente toujours cette immigration. Alors il y a eu une tentative très légère, une loi du 9 janvier 1993 de la droite libérale pour essayer de limiter un petit peu l'afflux des immigrés, au moins leur naturalisation, en disant que il fallait pour les jeunes entre 16 et 21 ans, les jeunes qui avaient qu'ils optent, qu'ils étaient français par droit du sol, qu'ils confirment ce désir d'être français. Ça n'a pas eu beaucoup d'efficacité, il faut dire, parce que même si officiellement beaucoup de gens ou de leurs amis surtout ont dit que c'était très mauvais, beaucoup ont fait la formalité. Malgré tout, c'était quand même un petit peu une tentative de redonner une valeur à la nationalité française, mais ça a été balayé par le retour de la gauche au pouvoir. Le 16 mars 1998, une loi revient à l'acquisition automatique de nationalité en vertu du double droit du sol. Alors je vais
dans une brève troisième partie, parler de l'état actuel de la situation. Donc, en tout rappelant que le droit de nationalité n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et vous savez que dans les icebergs, c'est la partie qui est sous l'eau qui est la plus importante. La partie émergée, car le reste, ce sont les étrangers, y compris les clandestins. Alors, pour ce qui est du droit de la nationalité, on a toujours le droit du sang, donc français par filiation. On a le simple droit du sol, c'est-à-dire qu'un enfant né en France de parents étrangers, à sa majorité, s'il réside en France et s'il y a résidé pendant 5 ans depuis son âge de 11 ans, peut être français. Vous voyez? Donc, droit du sol qui s'applique très largement. Et puis le double droit du sol, a fortiori, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'autres cas, mais de moindre importance, du genre militaire blessé au service de la France, les enfants de parents inconnus. Je passe sur ces choses qui sont des détails, au moins du point de vue du nombre. Alors, ces dispositions sont larges, notamment celles tirées du droit du sol, et elles posent un problème grave avec la double nationalité. Par exemple, un jeune peut être français par droit du sol, il est né en France, et même si ses parents sont étrangers, et il peut être en même temps algérien par droit du sang. Et la France admet la double nationalité. C'est pas une nouveauté, hein, c'est très ancien, mais elle n'oblige pas. Il y a des pays qui refusent. Par exemple, le Japon, si vous demandez une autre nationalité, vous perdez la nationalité japonaise. Là, c'est pas possible. La France ne demande même pas à savoir, d'ailleurs. On ne connaît guère la double nationalité qu'à travers quelques conventions sur le service militaire. Alors, ça pose un sérieux problème. Également, il y a le flot de l'immigration. Là, j'en viens au droit des étrangers qui entoure le droit de l'immigration, enfin, j'allais dire qui est là où il tire sa force. Le droit de naturalisation est alimenté par l'arrivée d'étrangers. Théoriquement, l'immigration est arrêtée en 1974, mais on peut la tourner avec les réfugiés largement accueillis, avec des étrangers qui viennent, c'est pas très nombreux, mais enfin, malgré tout, faire des études en France et qui oublient de repartir, et avec le regroupement familial qui s'étend très largement, puisque c'est pas seulement les épouses, mais ça peut être aussi les parents, les enfants, les frères, etc. Parmi les étrangers, je mentionne une catégorie particulière, les clandestins. On ne sait pas combien il y en a. Les chiffres que l'on a, mais ils sont conjecturaux. 300 000 selon le ministre Collomb, ex-ministre des Intérieurs, 400 à 500 selon le député Ciotti. Bon, il y a quelques années, Jean-Marie Le Pen disait qu'à 1 million près, on ne savait pas. Donc, un nombre indéterminé, et en tous les cas très important. D'après la loi, c'est un article du Code de l'entrée du séjour des étrangers, le séjour irrégulier en France était passible d'amende et d'interdiction du territoire. Mais 2 arrêts de la Cour européenne de justice en 2010 et 2011, ainsi qu'un arrêt de la Cour de cassation de 2012, ont dit que ça ne pouvait pas être un délit que d'être simplement sur le territoire illégalement. Du coup, la France est inclinée par la personne de M. Valls. Une loi du 31 décembre 2012 a dit que ce n'était plus un délit que d'être sur le territoire illégalement. D'où les manifestations de sans-papiers, d'où ces sans-papiers que l'on voit, que l'on arrête et que l'on libère aussitôt. On peut remarquer aussi que les expulsions sont inefficaces. Il y a des expulsions décidées, notamment par les tribunaux ou par l'administration, parce que ce n'est plus un délit, mais quand même l'administration a le droit d'expulser, mais elle ne le fait pas souvent. Les tribunaux donnent des ordres d'expulsion, mais ils ne sont pas souvent expulsés. Alors souvent, simplement, je l'ai vu dans ma pratique d'avocat, on convoque celui qui doit être expulsé en lui disant on va vous expulser tel jour. Il suffit qu'il ne vienne pas et puis le problème ne se pose pas comme ça. Et puis vous avez un gros problème qui se pose, c'est que souvent les étrangers qui viennent détruisent leurs papiers. Et à ce moment-là, donc, on ne sait plus de quel pays ils sont. Ils vont évidemment pas le dire. Et même quand on arrive à le déterminer, les pays d'origine sont très peu désireux de les récupérer. Parce que souvent, c'est quand même pas les élites qui partent. Hein. Ce sont souvent soit des chômeurs, soit quelquefois des délinquants. Donc, il y a beaucoup de réticences, comme par hasard, les pays du Maghreb, mais pas seulement, la Russie, la Chine, etc., sont très réticents pour récupérer leurs ressortissants. Alors, il faut qu'ils nous fournissent un document pour ça. Et ils ne le fournissent pas. Et donc, la solution qu'on choisit en France, c'est de les laisser courir dans la nature. Il y a peut-être d'autres solutions. Alors, le droit des étrangers est aussi propice à diverses fraudes, les mariages blancs, la polygamie, les fausses filiations, les faux réfugiés qui sont en fait des réfugiés économiques, etc. Par le biais des régularisations, un clandestin peut devenir un étranger ordinaire, puis devenir un citoyen. Et les statistiques nous donnent qu'une vue fausse, ça a dû vous être dit ce matin par M. Timmermans. Alors, en conclusion, la France n'était pas un pays de minorité, alors qu'actuellement, il y a plusieurs communautés étrangères. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont la nationalité française et qui ne se sentent pas français. Rappelez-vous certains matchs scandaleux, un match de France-Maroc, je crois, où des personnes de nationalité française ont soutenu contre la France leur pays d'origine.
Donc je crois qu'il faut poser en principe que l'on veut privilégier la perspective assimilationniste et il faut réduire drastiquement le droit du sol pour l'avenir. C'est-à-dire que pour l'avenir, tout enfant né d'étranger devrait avoir la nationalité de ses parents. On devrait abroger le double droit du sol ou au moins le réduire à un simple élément d'appréciation. Il est bien évident que si quelqu'un est belge, fils de belge et né en France, on pourra effectivement considérer, mais il n'y a même pas besoin d'un double, un simple droit dans ce cas-là suffisait. Mais s'il vient d'un peu plus loin, on peut être un peu plus circonspect. Il faut aussi éliminer autant que possible la double nationalité. Nul ne peut servir de maître et on pourrait par exemple décider que la double nationalité est limitée aux personnes qui sont enfants de parents ayant eux-mêmes deux nationalités. Et dans ce cas-là, la nationalité par le sang devrait toujours l'emporter. On pourrait donc créer un système d'options pour les personnes binationales. Bon là, il faut bien sûr contrôler les naturalisations, les contrôler sérieusement, contrôler véritablement l'assimilation, c'est-à-dire qu'outre la langue, il faut tenir compte des usages culinaires et vestimentaires et pourquoi pas, je peux le dire ici à Civitas, de la religion. Certaines nationalités paraissent plus désirables que d'autres. Alors on va me dire c'est diplomatiquement difficile de dire à un pays on ne veut pas de vos ressortissants. Mais d'abord ces pays souvent vous disent ah mais nous, vous nous enlevez nos élites. C'est pas vraiment ce qu'ils pensent, mais c'est ce qu'ils disent. Il y a aussi autre chose, on peut très bien appliquer la réciprocité. Combien reste-t-il de Français en Algérie? Si vous me dites on admet autant d'Algériens en France qu'il y a de Français en Algérie, on va certainement diminuer les quantités. Donc il y a des solutions de ce point de vue. Il y a aussi la déchéance de nationalité qui devrait être appliquée systématiquement. Il y a quelques cas, mais c'est ça qui se compte, un peu plus que celle d'une main, mais enfin quelques dizaines. La déchéance pourrait s'appliquer. Je ne comprends pour ma part pas que les djihadistes, qu'on se pose encore des questions, ils auraient dû être déchus depuis très longtemps. Je pense qu'ils peuvent l'être avec les lois actuelles, mais il s'agirait simplement déjà de les appliquer. Enfin, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, il convient de surveiller leur entrée, ce qui veut dire reprendre la maîtrise de nos frontières, et il faut rétablir le délit de séjour clandestin. Au final, si nous voulons que l'avenir de nos héritiers successeurs, parlant la même langue que nous, appliquant les mêmes lois, vénérant le même Dieu que nous, soit dans notre pays, nous devons rétablir une conception plus restrictive et plus identitaire de notre nationalité. La naturalisation n'est pas seulement une question juridique, c'est une question d'identification. Et je terminerai en citant une très belle phrase de Maurice Barrès dans sa conférence « La terre et les morts ». En vain cet étranger, quand il se fit naturaliser, jura-t-il de penser et de vivre en français. En vain a-t-il lié ses intérêts aux nôtres. Le sang s'obstine à suivre l'ordre de la nature, contre les serments, contre les lois. Il est notre hôte, ce fils d'outre-Rhin, d'outre-mer. Nous lui devons la sécurité et toutes les sympathies généreuses. Nous ne lui devons pas une place dans les pouvoirs du pays. Laissons-le d'abord prendre notre température et par des racines qui naîtront se nourrir de notre terre et de nos morts. Les petits-fils, eux, seront des Français, autrement que par une fiction légale. Il faut commencer par ne pas imposer à des étrangers de trop lourdes responsabilités pour ne pas être amenés à leur infliger de trop durs châtiments. Des Français trop récents ont dans ces dernières années beaucoup troublé la conscience nationale, On épurerait celle-ci par une loi prudente sur les naturalisations. Je vous remercie de votre attention.